BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, le Bitcoin est particulièrement en forme. Beaucoup de vert, très belle hausse. On en parle dans quelques instants avec Cyril Sabat. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes directeur général de Mélanion Capital et président fondateur de Mélanion Digital. On est aussi avec Valentin Demey qui est avec nous depuis Angers. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury, bonjour Cyril. Directeur des contenus chez Cryptost et CEO de Cube3. Je le disais, hausse du Bitcoin de plus de 13% en 24 heures, 21% en une semaine et plus de 80% sur un an. On en parle avec vous messieurs dans quelques instants, mais d'abord, on fait un tour sur le marché crypto. On va analyser ça d'un point de vue technique avec Vincent Gann. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent Amaury, Gann, bonjour. Analyste financier indépendant. Donc c'est un jour où tu dois avoir le sourire Vincent. On est autour des 34 600 $ sur le Bitcoin. Vincent, qu'est-ce que ça nous dit techniquement ? Oui, alors moi, cher Amaury, je suis globalement heureux tous les jours, mais effectivement, un peu plus aujourd'hui. En tout cas, effectivement, je ne sais pas la tête. Alors, Bitcoin, il surprend tout le monde. Il surprend tout le monde depuis quelques séances. Vous venez de rappeler sa performance sur quelques jours, sur 2 semaines, et puis même depuis le début de l'année, je viens de repréciser, c'est 98% de hausse depuis le début de l'année. Alors effectivement, il est surprenant depuis quelques séances, il est surprenant depuis le début de l'année, et puis finalement, on peut avoir le sentiment qu'il va faire beaucoup de jaloux, car il occupe plusieurs premières places. Alors, il y a un instant, il occupe la première place en tant qu'actif le plus performant, actif majeur, si on sélectionne toutes les classes d'actifs, marché d'action, marché du crédit, marché d'échange, matières premières, c'est lui qui occupe la première place. De mémoire, il doit faire 3 fois la performance annuelle du Nasdaq, un actif, un indice. Les valeurs de la tech US, en général, il est corrélé positivement, il fait 3 fois mieux. Il va faire des jaloux parce qu'au sein même de l'écosystème crypto, c'est lui le leader, avec une avancée de sa dominance, donc son poids relatif au sein de la capitalisation boursière totale du marché crypto. Et puis, il va faire des jaloux depuis le lundi 9 octobre dernier et la résurgence des tensions géopolitiques extrêmes. Je pèse mes mots sur ce sujet touchy. Pourquoi ? Parce qu'il est le plus performant au sein des actifs, dit, en tout cas mentionné comme étant avec un aspect refuge. Alors, je parle là de l'or et l'argent. Il a battu l'or, alors que même l'or, depuis le 9 octobre, fait une remontada. Alors, au final, Bitcoin semble donner raison à monsieur Larry Fink, patron de BlackRock. Je vous rappelle à tous les auditeurs, BlackRock, c'est plus de 9 000 milliards de dollars sous gestion. C'est 2 fois le PIB de l'Allemagne. Et Larry Fink a souvent affirmé que Bitcoin était l'or numérique. Alors bon, on va pas se mentir, il défend sa paroisse parce que tout le monde sait que BlackRock candidate pour un ETF Bitcoin Spot. D'ailleurs, la hausse du Bitcoin depuis quelques séances, depuis une semaine, et probablement même depuis le mois de juin dernier, n'est pas du tout lié à un quelconque aspect refuge. Le Bitcoin en lui-même n'a pas les caractéristiques d'une valeur refuge historique, mais en fait, c'est encore et toujours cette thématique des ETF dont vous parlez beaucoup sur votre antenne et dont vous allez sûrement encore parler. Alors maintenant, en termes de timing, c'est intéressant la poussée que fait Bitcoin maintenant parce que on arrive à un moment où on avait beaucoup les facteurs, moi j'appelle ça les facteurs cross-asset, vous savez, toutes les corrélations qui agissent sur Bitcoin et qui ont produit des pressions baissières sur son prix depuis maintenant plus de 2 ans, en particulier la remontée des taux d'intérêt. On a le sentiment que du côté cross-asset, cette poussée des taux d'intérêt atteint son paroxysme haussier. Donc, voilà, ça serait intéressant qu'un reflux des taux d'intérêt depuis les niveaux actuels vienne entretenir ce qu'essaye de faire Bitcoin pour des éléments qu'il concerne lui-même. C'est propre à l'écosystème. Alors maintenant, le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est que tout le monde se fourre le doigt dans l'œil et qu'on ait une énorme déception de la part de la SEC de M. Gary Gensler, avec un refus, typiquement, je vous le dis, cher Amaury, si l'ETF de BlackRock n'est pas validé par la SEC, le marché reviendra violemment à 20 000 $. Mais non, ne parlons pas de malheur. Et je termine juste sur le plan technique, je crois que c'était quand même votre question. Maintenant, tout l'enjeu, alors, il y avait un support très important à 25 000 $, c'est bien, on l'a tenu, on a rebondi dessus. Le vrai signal technique, il a été donné en fin de semaine dernière, c'était le dépassement des 29 000 $. Et donc, c'est ce dépassement des 29 000 qui a produit son effet haussier. Et maintenant, l'enjeu graphique de la semaine, c'est de parvenir à clôturer en fin de semaine au-dessus des 32 000 $, qui sont le nouveau garant de la reprise haussière annuelle. Voilà, cher Amaury. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonne journée Vincent. Donc comme le disait Vincent, voilà, on surveille le niveau des 32 000 $. Si on tient les 32 000 $ jusqu'à la fin de la semaine, ça peut être un signal positif
Pour la suite, Cyril Sabin. On a eu des nouvelles qui ont fait évoluer fortement à la hausse le cours du Bitcoin, qui sont liées à cet ETF Bitcoin Spot de BlackRock, tant attendu. BlackRock, plus de 9 000 milliards de dollars sous gestion, Vincent le rappelait. Quels ont été les catalyseurs ces dernières heures ? Oui, en fait, la très forte hausse qu'on a connue là cette nuit est principalement due à quelques éléments qui ont fuité, ou plutôt des éléments qui sont d'ailleurs tangibles, au niveau du dossier déposé par BlackRock. Alors plusieurs points. Le premier, c'est qu'on a vu que BlackRock avait déposé le nom de l'ETF, donc iShares Bitcoin Trust, auprès de la Depository Trust and Clearing Corporation, l'équivalent de la chambre de compensation pour le Nasdaq, a également déposé un ticker IBTC. Donc en général, quand on dépose ces éléments, c'est qu'on s'approche du but. Par ailleurs, on a vu que dans le dossier qu'elle avait déposé à la SEC, il y a eu 2 nouveaux éléments. Elle a déposé ce qu'on appelle un code QZIP, c'est l'équivalent du code ISIN en France, donc c'est le code qui est lié à l'instrument en lui-même. Donc ça, c'est un point qui est encore extrêmement fort. Et elle a également indiqué qu'elle allait seeder, donc financer le lancement de ce produit. En fait, lorsqu'on dépose un dossier auprès du régulateur, on doit indiquer quels seraient à peu près les actifs sous gestion au début. Et donc, elle a indiqué qu'elle allait seeder, donc financer cette ETF. Donc, ce sont 4 éléments extrêmement importants qui, selon moi, sont les vrais catalystes de la très forte hausse cette nuit. On se rappelle aussi que la semaine dernière, il y avait un tweet, un faux tweet, en fait, un tweet qui a été ensuite effacé, disant que BlackRock allait lancer son ETF. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, on pense que alors le journaliste de Cointelegraph qui avait lancé ça a peut-être essayé de faire Cointelegraph, on le rappelle, un média crypto américain, pourtant réputé sérieux, mais visiblement il y a eu une sorte de coquille ou une sortie malheureuse. Voilà, en tout cas, c'était une fake news la semaine dernière. Mais votre thèse, Cyril, c'est que peut-être que le ou la journaliste qui a sorti cette info l'a peut-être sorti trop tôt. Oui, alors après, c'est très difficile parce qu'on sait que c'est pas encore un marché qui est complètement protégé. Et là, typiquement, il a pu avoir une influence sur le cours. On a vu qu'il y a eu des liquidations aussi, donc c'est un petit peu compliqué. Mais tout le monde sait en tout cas, la probabilité pour que l'ETF Spot Bitcoin de BlackRock sorte très prochainement est quand même extrêmement forte en ce moment. Voilà, la probabilité que cet ETF sorte, on s'en rapproche de plus en plus. Il y a des éléments qui tendent vers ça. Valentin Demey depuis Angers. Valentin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Cyril Sabin à l'instant sur les raisons de cette forte hausse ces dernières heures de Bitcoin ? Totalement, évidemment, on l'a commenté ces dernières semaines sur le plateau, effectivement la semaine dernière avec cette fake news, et je vous l'avais dit à Maurice, c'était une fake news dans la rapidité d'exécution et dans le sens de l'histoire des actifs numériques. C'était peut-être une news anticipée qui était fausse à l'époque et qui devrait être a priori vraie dans les prochaines semaines, les prochains jours pour les plus déterminés, les prochains mois pour les plus prudents. En tout cas, très clairement, un ETF Bitcoin Spot devrait être listé très prochainement, quelle que soit sa nature et l'entreprise qui le déposera dans les toutes prochaines semaines et tout prochains mois, et donc autorisé par la SEC. Je rejoins Cyril sur l'analyse de ce ticker qui a été déposé. On a eu aussi également la Cour d'appel qui a de nouveau sommé la Security and Exchange Commission, donc la SEC, hier auprès de son refus concernant l'ETF de Grayscale, l'ETF Spot Bitcoin, là encore. Donc la SEC doit à tout prix déterminer, montrer pourquoi c'était important de refuser son dossier la dernière fois, et elle va avoir encore du mal à trouver une excuse supplémentaire. Donc on a eu les deux choses en même temps. D'un côté, le listing auprès de la DTCC de ce petit ticker. De l'autre côté, encore une fois, la Cour d'appel qui somme la SEC d'arrêter de faire n'importe quoi avec les ETF Spot Bitcoin. On a eu aussi une des personnes qui travaillent à la SEC qui s'exprimait
sur les réseaux il y a quelques jours, disant ne pas comprendre pourquoi depuis 5 ans les ETF spot Bitcoin sont refusés, et encore moins aujourd'hui. Donc voilà, la dissonance commence à se faire au plus haut sommet de la SEC autour de Gary Gensler, son président notamment, et on est sur un plus haut depuis 1 an et demi pour le prix du Bitcoin. Un prix qu'on n'avait pas vu depuis l'effondrement de l'UST de Terra Luna en mai 2022. Donc ça fait plaisir de retrouver ces couleurs sur le marché des cryptos. Le marché est aux aguets, on le voit là, on l'a vu aussi avec la bourre entre guillemets du média Cointelegraph, mais effectivement aussi dans le cas d'une mauvaise nouvelle, ça pourrait retomber très vite. Alors prudence, mais il y a des entreprises comme MicroStrategy, Cyril, qui redeviennent rentables. MicroStrategy qui a, on le rappelle, plus de 158 000 bitcoins. Et maintenant, le bitcoin, en tout cas en ce moment, à l'instant où on se parle, est au-dessus de son prix d'achat moyen. Oui, et même bien au-dessus. MicroStrategy à 158 000 bitcoins. Il faut avoir la notion de ce que ça peut représenter. C'est d'ailleurs quasiment l'équivalent de la capitalisation. On est sur plus de 5 milliards. Et le point qui est intéressant, c'est que le cours moyen d'achat de MicroStrategy, qui, je le rappelle, est connu pour investir sa trésorerie en bitcoin, son point d'achat est à 29 800. Donc on voit qu'à 34 500, on est presque 5 000 $ au-dessus. Donc ça veut dire en fait un profit latent d'environ 750 millions. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc on le sait, MicroStrategy a un PDG Bitcoin maximaliste, mais ce n'est pas le cœur de son business. C'est intéressant, en tout cas, de voir que ce pari, en tout cas, jusque-là, reste gagnant, et il y a eu une accélération. Donc, le fait d'être positif, ça a fait les gros titres il y a quelques jours, mais là, donc avec la hausse de cette nuit, le profit latent sur sa position de Bitcoin est encore plus important. Ça peut influencer d'autres entreprises à faire pareil, d'autres entreprises qui n'étaient pas convaincues à l'époque et là qui pourraient être encouragées par cette hausse soudaine du Bitcoin. Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que globalement, ce qui est en train de se passer pousse de plus en plus à l'institutionnalisation du Bitcoin, qui d'ailleurs est de plus en plus vu comme une classe d'actifs à part entière. Je pense que notre analyse technique ne me contredira pas, mais on a changé de régime sur le Bitcoin. En 2022, c'était un actif qui était encore très volatile. En 2023, on a perdu à peu près 20 points de volatilité. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. On l'a vu, c'est un actif maintenant qui est décorrélé. Pour information, par rapport aux classes d'actifs traditionnelles, que ce soit les actions, si on regarde par rapport au Nasdaq, au S&P, ou même par rapport à l'or ou l'argent, on a une corrélation de 20%. Pour rappel, une corrélation parfaite, c'est 100%. Donc un actif décorrélé. Aujourd'hui, quand on construit un portefeuille avec du Bitcoin, on peut avoir une volatilité finale du portefeuille même plus faible que sans le Bitcoin, ce qui pouvait paraître il y a quelque temps complètement inconcevable. Et enfin, dernier point, depuis le début du conflit au Proche-Orient, le Bitcoin avec l'or résiste énormément, et c'est même la seule classe d'actifs positive en termes de performance, puisqu'on est à plus 24%, même plus 25% aujourd'hui. Alors qu'on a des classes d'actifs obligations, on a vu que les taux étaient montés, donc les obligations ont baissé, la classe d'actifs obligations ou actions qui a baissé environ de 4%. Voilà, donc un statut finalement du Bitcoin qui est de plus en plus comme une classe d'actifs à part entière. Et bon, et BlackRock ne s'y trompe pas en poussant avec une prophétie un peu autoréalisatrice du PDG. Voilà, il prêche pour sa paroisse, mais voilà, la volonté de faire en sorte que ce soit présent dans tout portefeuille de clients. Je pense que voilà, la force, c'est ça aussi dont il faut avoir conscience, la force de distribution d'un asset manager comme BlackRock est telle qu'il va y avoir un déferlement normalement de flux d'achat sur le Bitcoin qui va être extrêmement important. Oui, c'est très intéressant parce que ces 3 points, c'est ce qu'utilisaient beaucoup de détracteurs du Bitcoin pour le critiquer. Donc on le rappelle, il y avait la volatilité, il est de moins en moins volatile, de plus en plus stable. Bon, sauf cette nuit, voilà, avec la hausse, mais alors, en tout cas... Il y a toujours de la volatilité, mais disons qu'elle se tasse sur le long terme, elle se tasse. Et surtout, finalement, la volatilité dont je parle là, c'est une volatilité haussière.
On parle souvent de volatilité à la baisse, mais là, c'est une volatilité à la hausse. Plutôt positive. Et en plus, la corrélation, notamment avec le Nasdaq aux États-Unis, qui, pareil, est de moins en moins forte. Et surtout, le grand débat, c'était de savoir si ça pouvait être une réserve de valeur, etc. On parlait notamment de l'inflation. Là, on ne parle pas de l'inflation, mais on parle effectivement d'un conflit important. Et visiblement, les investisseurs se réfugient, entre guillemets, pour certains, sur le Bitcoin. D'ailleurs, cette hausse, c'est toujours difficile de savoir, mais elle serait plutôt due à quoi? À des particuliers ou alors à des institutionnels qui rentrent dans ce marché? C'est une excellente question. Alors, il y a une statistique intéressante que j'ai vue hier, c'est qu'il y a eu des sorties des Centralized Exchange, ce qu'on appelle SEX, SCEX, pour une rentrée vers le CME, qui est le marché régulé. Donc c'est très intéressant, ça montre un shift un peu institutionnel. Alors c'est quoi la différence entre les deux pour ceux qui nous écoutent? Le CME, c'est un marché complètement régulé pour n'importe quelle autorité de marché dans le monde entier. En revanche, les Centralized Exchange, typiquement un Binance, ce ne sont pas des bourses régulées. Le fait qu'on ait eu des volumes qui s'effritent sur ces Centralized Exchange pour aller vers des marchés régulés montre que ce sont les investisseurs institutionnels, car en général, les très gros asset managers ou les très grosses structures ne sont pas toujours autorisés à aller sur les Centralized Exchange, qui ne sont pas des bourses régulées. Voilà, donc c'est assez intéressant et je pense que ça va continuer à contribuer à l'institutionnalisation du Bitcoin. On parle justement des échanges centralisés, avec la malheureuse histoire d'FTX dont le procès de SBF reprend ce jeudi et se terminera aux alentours du 14 octobre. On apprend, Valentin Demey de Puy-en-Gé qui est avec nous, Google et BlackRock, Valentin, envisageaient d'investir dans FTX juste avant sa chute. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, c'est effectivement parmi les fameuses informations qu'on apprend au fil des semaines et qui sont plus ou moins étonnantes ou intéressantes que ces deux investisseurs énormes que sont BlackRock et Google qui auraient pu rentrer dans FTX si FTX ne s'était pas effondré en novembre dernier. Ce qui s'est passé, c'est que très tôt, dans l'année 2022, dans les équipes de FTX, au plus proche du dossier, c'est ce qu'on apprend au fur et à mesure, évidemment, de ce procès, on a ils avaient compris qu'il y avait des trous dans la caisse de FTX. Donc ils ont, à l'automne 2022, commencé à réactiver un tour de table pour justement récupérer les quelques centaines de millions d'euros de dollars qui avaient été perdus. En fait, ça c'est ce qu'ils pensaient, il y en avait beaucoup plus. On sait que c'est 7 milliards qui manquaient à l'appel. Et donc, dans ce tour de table, il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont présentés. FTX, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, était une plateforme très en vogue qui achetait à peu près tout l'espace publicitaire qui était existant sur Terre, avec beaucoup de succès, avec un PDG SBF qui était très bien vu dans la presse, qui donnait son argent aux pauvres âmes. Donc, il avait une très bonne image. Donc, ça a permis d'intéresser de très gros investisseurs, notamment Apollo Global Management, qui avait montré aux côtés de Google et BlackRock un net intérêt. Mais au moment des due diligence, on s'est donc rendu compte qu'il manquait plus que quelques centaines de millions de dollars. Ça a posé problème. Il y a eu des recherches un peu plus poussées de la part de BlackRock et de Google. À ce moment-là, Apollo Global Management se serait retiré du deal et quelques semaines après, on a donc eu la plateforme qui s'est effondrée et on connaît la suite puisque c'est ce qui nous drive depuis très longtemps maintenant sur cet écosystème concernant cette faillite de FTX. Donc voilà, on apprend que ces deux grosses plateformes, Google et BlackRock, auraient pu, s'il n'y avait pas eu cette faillite, potentiellement reprendre des parts chez FTX puisque par le passé, le PDG de Larry Fink avait déjà mis quelques millions, 24 millions d'euros pour être très précis dans FTX, mais ils auraient pu rentrer encore bien plus fortement dans ce nouveau tour de table. Mais l'histoire n'en a pas laissé le temps puisque la plateforme s'est effondrée, de fait. C'est toujours très compliqué de savoir à quel moment et comment et dans quelle société rentrer. Cyril Sabah, vous avez un ETF, ETF qui, je le rappelle, ne suit pas directement le Bitcoin ou le cours des cryptos, mais investit dans des sociétés qui évoluent dans l'univers du Web3. Comment est-ce que vous sélectionnez les sociétés dans lesquelles vous investissez avec cet ETF ? C'est quoi tout simplement les critères pour essayer de ne pas se tromper au maximum ?
Oui, tout à fait. En fait, notre ETF est ce qu'on appelle UCITS. C'est la norme la plus importante en Europe pour un fonds. On ne pourrait pas avoir un ETF UCITS Spot Bitcoin. Parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi vous n'avez pas créé un tel ETF? C'est que l'intérêt de notre ETF, c'est qu'il est éligible assurance vie et plan épargne retraite, et un ETF spot Bitcoin ne pourrait pas l'être. Il ne peut pas être UCITS parce qu'un ETF UCITS doit être diversifié, donc ne peut pas être investi sur un actif et doit être investi uniquement sur des instruments financiers régulés. Donc, c'est la raison pour laquelle on a trouvé un moyen de créer un ETF UCITS en utilisant des actions. Les actions, c'est assez simple. On les sélectionne parmi des sociétés qui ont des cryptos dans leur bilan. Donc, un MicroStrategy fait partie de notre ETF. Et quand on voit finalement la corrélation de son cours avec le Bitcoin, on voit que ça a du sens. On a également des sociétés de minage. On a des sociétés qui sont, on va dire, autour de la finance et des cryptos. Une société comme Coinbase peut tout à fait être dans notre ETF. Et enfin, des sociétés qui appartiennent à la technologie blockchain. C'est intéressant avec cet ETF, c'est que même si on est investi sur des valeurs du Nasdaq, et pour information, le Nasdaq fait plus 25% cette année, notre ETF fait plus 80%. Donc c'est vraiment la méthodologie qu'on a mis en place, puisque la méthodologie, elle fait en sorte de pondérer ses actions en fonction de la corrélation avec le Bitcoin. Plus la corrélation de l'action est importante avec le Bitcoin, plus son poids va être important. On peut comprendre qu'un MicroStrategy, par exemple, peut avoir un très gros poids dans notre ETF. Donc c'est quoi le but? C'est de suivre le cours du Bitcoin, mais de manière indirecte, via les sociétés qui sont exposées elles-mêmes au Bitcoin dans leur business. Tout en respectant le cadre réglementaire le plus élevé en Europe, et donc de permettre d'être éligible dans toutes les enveloppes réglementaires classiques. Ce qui ne serait pas le cas avec un ETP ou un ETF spot Bitcoin. Voilà, c'est ça ce qui nous a motivés, et donc c'est pour ça qu'on a fait de la recherche et développement pour créer cet ETF. Donc passer par le monde réel, par le business du monde réel pour s'exposer au Bitcoin, très intéressant. D'ailleurs, on a un autre grand narratif dont beaucoup de gens en parlent, c'est les Real World Assets, cette tokenisation d'actifs réels. Valentin, on a Microsoft et OpenAI qui s'allient avec la start-up Petal, que vous nous direz comment ça se prononce, pour faciliter l'investissement numérique dans l'économie réelle, Valentin. Tout à fait, Maurice. Je ne me risquerai pas à essayer de prononcer l'entreprise à la française ou l'américaine. Vous l'avez très bien fait. Effectivement, c'est une entreprise française, par ailleurs, qui a pour objectif de faciliter la liquidité on-chain, donc sur blockchain, entre le monde réel et justement ces blockchains, avec sa blockchain Vortex, qui vient donc de rentrer dans un programme d'accompagnement un peu global et important de Microsoft et d'OpenAI, qui donc gère ChatGPT, qu'on connaît très bien. Leur objectif, c'est d'apporter un soutien à cette entreprise française, notamment d'un point de vue d'aide technique de Microsoft, de financement. Je crois qu'ils ont reçu 150 000 euros de financement pour les aider justement à continuer dans leur recherche. La tokenisation, on en parle de plus en plus, c'est tout simplement, et c'est un peu ce que vous avez précisé avec les RWA, Real World Assets, donc prendre les actifs de la vie réelle et les mettre sur blockchain pour permettre beaucoup plus de liquidité, pour permettre beaucoup plus d'usage grâce à tout ce qu'on connaît dans les technologies blockchain. Je pense à la finance décentralisée notamment avec AAV. Vous avez reçu plusieurs reprises Marc sur ce plateau qui permet justement de faire des prêts décentralisés. Eh bien, tout ça, ça sera encore plus impressionnant, encore plus puissant, avec des actions qui pourraient être tokenisées, cotées ou non cotées. On parle aussi d'immobilier tokenisé, donc tout ce qui est des parcs immobiliers. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas étranger au groupe Casino, avec Stéphanie Zolesio, qui est la CEO de Casino Immobilier, qui s'intéresse énormément à ce genre de choses. C'est pas encore... Et c'est encore différent du métavers, mais on pourrait imaginer des ponts demain. En tout cas, là, ce qui est certain, c'est que cette entreprise française va pouvoir bénéficier du soutien de Microsoft et donc de son coup de tampon pour, là encore, apporter encore plus de liquidité et de communication entre le monde réel et le monde des actifs tokenisés sur la blockchain, qui est effectivement l'un des nouveaux narratifs et qu'on entendra probablement beaucoup parler en 2024-2025 de la part des grands groupes
comme des entreprises du secteur du Web3, puisque c'est encore un des cas d'usage du domaine du Web3. Merci beaucoup Valentin Demey pour toutes ces précisions et d'avoir été avec nous, CEO de Cube3 et directeur des contenus chez Cryptos. Merci aussi à Cyril Sabat de Mélanion Capital, directeur général et président aussi fondateur de Mélanion Digital. Merci aussi à Vincent Gann qui nous accompagnait en début d'émission, analyste financier indépendant. Voilà, grosse nouvelle du jour, forte hausse du Bitcoin qu'on va continuer à suivre toute cette semaine. On verra si ça se poursuit. Merci de nous avoir suivis, bonne journée, bonne soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.